أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amande hili na nazieleza talab ya wandu wa Tsaha ili nifanye bandi za tarjama za Kizungu. Mwanangu Dr. Salim ya juzifanya ngabo zila mubahat ya hetsumu ndogo kawa kamrafanya ketsume yetsumu garjuandi sahar maizo leo inshallah abo ngamu mrengo mumiko mrongo. Tafadhal Dr. Salim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères et sœurs, donc voilà, comme vient de le dire mon père, l'épisode d'aujourd'hui a pour but de traduire certains éléments dont mon père avait déjà parlé. Et ici, il s'agira d'expliquer quels sont les éléments médicaux, que ce soit des médicaments ou autre chose, que l'on a le droit de prendre ou bien qu'on a le droit d'utiliser pendant le mois du Ramadan. Donc il faut savoir que concernant cette question, c'est une question qui a été dont la réponse nous a été donnée par l'Académie islamique du fiqh. Donc il faut savoir que cette académie en question rassemble un certain nombre de savants, donc ce sont des représentants de chaque pays ou bien de chaque communauté musulmane, et leur but est de se rassembler, de prendre des décisions concernant le fiqh sur des questions qui ne se posaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par exemple dans le domaine médical, il y a certaines choses qui n'existaient tout simplement pas à cette période-là, à cette époque-là. Même les imams, Shafi'i et les autres. Exactement, même à l'époque des imams, des 4 grands imams, ces questions-là ne se posaient pas parce que ça n'existait pas. La technologie, entre guillemets, de cette époque-là ne posait pas ce genre de questions. Et donc, le but de cette académie est justement de se rassembler ensemble, de prendre des décisions. Et ce sont des décisions qui sont prises en accord avec des experts dans les domaines en question. Donc par exemple, quand il s'agit de questions médicales, alors il y aura des médecins, par exemple, qui seront consultés. Il y a notamment, par exemple, la question s'est posée dans tout ce qui est les procréations médicalement assistées. Alors, sur ces questions-là, justement, des questions ont été répondues grâce à cette académie. Donc, la réponse, la réponse qui se pose, c'est quelles sont les médications que l'on a le droit de prendre pendant le mois du Ramadan sans que cela ne rompe le jeûne. Donc il y a toute une petite liste et on va repasser tout cela en revue ensemble, Inch'Allah. Premièrement, il y a les gouttes. Donc les gouttes que l'on peut mettre au niveau des yeux, que l'on peut mettre au niveau du nez, que l'on peut mettre au niveau des oreilles. Donc ce sont soit sous forme liquide, soit sous forme de spray qu'on peut mettre dans le nez ou bien dans les oreilles. Donc cela ne rompt pas le jeûne, mais une condition importante, c'est qu'il faut que le médicament en question ne soit pas avalé, qu'il n'arrive pas dans la gorge et qu'il soit avalé. Donc il faut à tout prix éviter qu'il soit avalé, parce que nous savons que au niveau anatomique, il existe des communications entre entre les yeux et le nez, et entre le nez et la bouche. Et donc, si on ne fait pas attention, le risque, c'est que le médicament passe par exemple du nez à la bouche et qu'on avale le médicament. À ce moment-là, alors il y a un risque de rompre le jeûne. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les comprimés sublinguaux.
Donc ce sont des comprimés en fait que l'on ne va pas avaler, mais que l'on va mettre en dessous de la langue, qui vont fondre et qui vont directement être absorbés au niveau des muqueuses, c'est-à-dire au niveau de la peau, au niveau du tissu qui se trouve sous la langue. Donc il n'est pas avalé, mais il est directement passé dans le système sanguin de cette façon-là. Et donc, de nouveau, l'important c'est de s'assurer que le médicament, une fois qu'il a fondu, qu'il soit bien résorbé de cette façon-là et qu'il ne soit pas avalé. Parce que si on l'avale, alors à ce moment-là, le risque est effectivement de rompre le jeûne. Ça va ? Ensuite, il y a tout type de médication ou de dispositifs qui sont introduits au niveau des parties génitales féminines. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de contraceptions qui fonctionnent de cette façon-là, qui sont insérées au niveau vaginal et qui ne vont du coup pas rompre le jeûne puisqu'il n'y a pas d'alimentation qui se fait de cette façon-là. Disons les choses de cette façon. Donc cela est autorisé. Ensuite, il y a tout ce qui peut pénétrer au niveau de l'urètre. Donc l'urètre, c'est, si vous voulez, le conduit naturel au niveau des voies urinaires. C'est par là où sortent les urines. Donc, dans certains cas, on peut, par exemple, utiliser certains types de caméras pour passer par là, pour voir s'il se passe quelque chose d'anormal, s'il y a des maladies qui se trouvent, par exemple, au niveau de la vessie. Donc, on peut passer par ces voies naturelles-là. L'autre chose aussi, c'est que parfois, on doit injecter des produits à l'intérieur. Par exemple, si on doit faire un certain type de radiographie pour pouvoir voir comment se comporte la vessie, alors on injecte des produits à l'intérieur de la vessie, ce qu'on appelle des produits de contraste. Le fait d'injecter ces produits-là ou bien de passer une caméra à ce niveau-là, de nouveau, ça ne va pas rompre le jeûne et donc c'est autorisé pendant le jeûne du Ramadan. Et cela ne va pas rompre le jeûne. Ça va ? Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau dentaire. Donc au niveau des interventions dentaires, tout ce qui est une extraction dentaire ou bien un forage au niveau des dents, tout ça ne va pas rompre le jeûne. Ce qui est important de nouveau, c'est que lors des procédures, si jamais on rince au niveau des dents après avoir fait l'intervention, il faut s'assurer qu'il n'y ait rien de nouveau qui passe au niveau de la gorge et qui soit avalé. D'accord ? Ensuite, il y a tout type de médications qui sont utilisées à visée buccale. Donc par exemple, si on a une infection au niveau de la bouche et qu'on va mettre un spray au niveau de la bouche pour pouvoir désinfecter, ou bien que l'on va utiliser une solution de gargarisation, donc c'est quelque chose que l'on va mettre en bouche et qu'on va rincer la bouche avec, cela est autorisé, de nouveau, à la condition que ça ne soit pas avalé. Donc à chaque fois qu'on parle de ces éléments-là, il faut faire un maximum pour ne pas avaler les produits en question, pour ne pas rompre le jeûne. Ensuite, on arrive au niveau des injections. Donc, les injections, elles existent sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle les injections sous-cutanées. Donc ça, par exemple, ça va être le cas de l'insuline. Il existe des injections qu'on appelle intramusculaires, donc ça c'est par exemple le cas des vaccins, et puis il y a des injections intraveineuses, donc ça c'est par exemple les perfusions. Donc ce type d'injections là sont autorisées, à la seule condition que ce ne soit pas des injections qui vont avoir pour but d'alimenter. Donc par exemple si une personne avant une chirurgie doit rester à jeun, et qu'on doit l'alimenter, qu'on doit l'hydrater avant l'intervention, donc elle va recevoir une perfusion. Dans cette perfusion, il y a du sucre et donc ça permet d'alimenter la personne en question. Alors à ce moment-là, cette perfusion-là va rompre le jeûne.
S'il s'agit d'autres types de médicaments qui ne vont pas contribuer à une alimentation du patient, alors à ce moment-là, les injections en question sont autorisées. Ensuite, il y a l'oxygène de manière générale. Donc l'oxygène au niveau gazeux, donc le fait de respirer de l'oxygène, cela n'alimente pas. Ça permet chez certains patients de se sentir bien, mais ça n'a pas un effet d'alimentation, ça n'ajoute pas de calories, ça n'ajoute pas d'hydratation chez le patient, donc ça c'est autorisé. Toujours sur la même optique, tout ce qui est les gaz anesthésiques. Donc il y a plusieurs façons d'endormir une personne. On peut l'endormir en faisant des injections au niveau intraveineux, mais on peut également endormir quelqu'un en lui faisant respirer des gaz anesthésiques. Donc cela est autorisé. Ensuite, il y a toute médication cutanée. Donc il existe plusieurs types de médication cutanée. C'est quoi? C'est par exemple quand on s'est fait une entorse ou bien quand on a des douleurs au niveau d'une articulation, on va utiliser par exemple des crèmes anti-inflammatoires. Et bien ces crèmes-là sont autorisées. Il existe également ce qu'on appelle des patchs dermiques. Ce sont des patchs par exemple que l'on va mettre sur la peau pour pouvoir recevoir un antidouleur de manière continue. Et donc cela également est autorisé. On parle ensuite des cathéters. Donc ici, on parle des cathétérisations. On parle de, par exemple, ce que l'on va utiliser quand, supposons, une personne a un problème au niveau des coronaires. Donc les coronaires, ce sont les vaisseaux qui sont responsables d'alimenter le cœur lui-même. Dans certains cas, on va devoir faire une cathétérisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser un dispositif qui va passer par les vaisseaux sanguins du patient et remonter jusqu'au niveau du cœur. Et une fois que ça arrive au niveau du cœur, ça va injecter des produits de contraste qui vont permettre de vraiment mettre en évidence l'anatomie des coronaires pour voir est-ce qu'il y a des coronaires qui sont bouchés ou des choses de ce genre-là. Cela est autorisé. De nouveau, ça va dans le principe il n'y a pas d'alimentation liée à cela. Ce sont des produits de contraste, mais ce ne sont pas des produits nutritifs. Et donc, à ce moment-là, c'est autorisé. Il y a ensuite ce qu'on appelle les laparoscopies ou les célioscopies. Donc ça, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle des endoscopes ou des laparoscopes, où on va par exemple gonfler le ventre du patient et puis regarder à l'intérieur ou bien faire des interventions chirurgicales. Donc utiliser ce genre de dispositifs qui vont rentrer dans l'abdomen, cet élément-là ne va pas rompre le jeûne. Maintenant, de nouveau, une personne qui va subir une chirurgie, la plupart du temps, elle va avoir une perfusion. Elle va avoir une vraie perfusion qui va l'alimenter parce que c'est un des éléments qui est important que le patient reçoive une perfusion pendant l'intervention. Et donc, autant la laparoscopie en tant que telle, ça ne va pas rompre le jeûne, mais si parallèlement à ça, le patient il a une perfusion qui est en train de couler, qui lui apporte de l'eau, du sucre, des choses de ce genre-là, alors à ce moment-là, la laparoscopie en tant que telle ne va pas rompre le jeûne, mais la perfusion, oui. Donc si jamais vous devez subir une intervention, c'est toujours important d'en discuter. Premièrement, de voir si vous avez le droit de faire le ramadan ou pas dans le contexte de cette intervention. La plupart du temps, on demande à être à jeun avant une intervention, donc ça, la question est réglée. Mais par contre, il faut bien discuter avec le chirurgien ou l'anesthésiste de savoir est-ce que pendant cette intervention, je vais recevoir une perfusion qui alimente. Si jamais la réponse c'est oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, le jour de l'intervention, vous n'allez pas jeûner puisque vous avez reçu une perfusion qui rompt le jeûne. Il y a ensuite tout ce qui est la réalisation de biopsies, donc le fait de prélever au niveau de certains organes. Il existe des biopsies au niveau de la peau, on peut faire des biopsies au niveau des organes, par exemple au niveau de l'estomac, au niveau du foie. L'acte de prélever une biopsie ne rompt pas le jeûne. Il y a ensuite la gastroscopie.
Donc la gastroscopie, c'est le fait d'utiliser une caméra qui va passer par le tube digestif, qui va regarder l'œsophage, qui va regarder l'estomac, qui va regarder le début de l'intestin. Et cet élément-là en tant que tel ne va pas rompre le jeûne, mais la condition, c'est que elle ne doit pas être accompagnée de l'introduction de liquide à l'intérieur de l'estomac. Donc si par exemple au moment de la gastroscopie, le médecin a besoin d'injecter un peu de sérum physiologique ou des choses de ce genre-là, ce qui se passe c'est que le sérum physiologique à ce moment-là il arrive dans le tube digestif. Et comme il arrive dans le tube digestif, c'est comme si on avait bu une solution. Alors à ce moment-là, ça va rompre le jeûne. Ensuite, il y a des éléments un peu plus spécifiques comme le fait d'utiliser des matériels thérapeutiques au niveau du cerveau ou bien de la moelle épinière. Ça ne rompt pas non plus le jeûne en tant que tel, mais ça, ce sont vraiment des choses assez pointilleuses et spécifiques. Dernière chose qui est importante, c'est le vomissement. Donc le fait de vomir, mais de manière non volontaire, ça ne rompt pas le jeûne. Par contre, si on vomit en faisant exprès de vomir, alors à ce moment-là, ça va rompre le jeûne. Il existe certaines maladies où, pour des raisons, on va dire, psychologiques, on a tendance à se faire vomir, et alors à ce moment-là, ça va rompre le jeûne. On va passer sur un dernier élément qui est assez important, c'est au niveau des patients qui ont des problèmes respiratoires, notamment au niveau de l'asthme. Donc on a parlé du fait que le fait de respirer de l'oxygène, ça ne rompt pas le jeûne, le fait de respirer des gaz anesthésiques, ça ne va pas rompre le jeûne. Se pose la question maintenant des médicaments qu'on utilise dans les cas de l'asthme ou bien de la BPCO par exemple. Il y a 3 ou 4 types de situations. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les puffs. Donc les puffs, c'est par exemple la ventoline. C'est ce petit dispositif où quand on appuie dessus, il y a une sorte de gaz un peu comprimé qui va sortir et qui en même temps va administrer une médication. Donc ce médicament-là, vu qu'il s'agit du gaz qui va être propulsé et qui va directement arriver au niveau des poumons, ça ne va pas rompre le jeûne puisqu'on ne l'avale pas. Donc les médicaments comme la ventoline ou bien le Flixotide ou des choses de ce genre-là où il s'agit d'une médication avec un gaz comprimé, ça ne va pas rompre le jeûne. Ensuite, il y a certaines médications, par exemple le Bricanil, où le patient doit aspirer pour avoir le médicament. Ce sont des médicaments où, par exemple, on va déclencher une dose et puis après ça, il faut aspirer pour pouvoir recevoir une dose du médicament. Alors, dans ce contexte-là, ce type de médication-là vont rompre le jeûne. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie effectivement qui va aller dans les poumons, mais il y a une bonne partie qui va se déposer au niveau de la gorge et qui va être avalée de manière inévitable. Alors, ce type de médicament-là, du coup, c'est ce qu'on appelle les poudres inhalées en quelque sorte. Elles vont rompre le jeûne et du coup, on ne peut pas prendre ce genre de médication-là quand on fait le ramadan. Le dernier point, c'est la ventoline par exemple que l'on va prendre en nébulisation. Donc ça c'est vraiment l'appareil où on va mettre des gouttes d'un médicament et qui va ensuite propulser grâce à de l'air qui a été mis à haute vitesse, à haute pression et donner une sorte de gaz que l'on va respirer et le médicament se retrouvera dans ces vapeurs de gaz en fait. Ce type de médication-là va rompre le jeûne également. Pour quelle raison ? Parce que quand on va inhaler ce médicament, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il va y avoir
une transformation de la vapeur en question en quelques gouttelettes qui vont se déposer au niveau du nez, au niveau de la gorge, etc. Et donc on va se retrouver à avaler du coup de l'eau qui a été transformée de la vapeur vers de l'eau. Et alors ça va rompre le jeûne également. Je vérifie juste parce qu'il me semble qu'il y avait un quatrième élément. Je pense que c'était tout. Je pense que c'est tout. Ah oui. Il y a 2-3 petites choses qui sont autorisées en plus. Donc ça sort un petit peu du domaine médical. Il y a par exemple, ce qui est autorisé, c'est le fait de goûter un aliment. Donc quand on dit goûter, c'est pas le prendre dans la bouche, l'avaler pour voir ce dont il s'agit, mais c'est le fait par exemple quand on cuisine de prendre une petite goutte posée sur la langue pour voir si c'est suffisamment salé par exemple ou suffisamment sucré, et le but c'est de ne pas l'avaler et par exemple aller rincer sa bouche juste après pour éviter de l'avaler. Ça c'est autorisé notamment pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la cuisine pour vérifier que leur préparation s'est bien faite. Il y a le fait de par exemple sentir un parfum, le fait de sentir un parfum, de sentir de l'encens, qu'on appelle le bkhur, ça ne va pas rompre le jeûne non plus. Et alors, une dernière chose dont mon père avait parlé dans un des cours, que je vais du coup traduire en français, c'est le fait qu'une personne qui est en état d'impureté majeure, donc par exemple une personne qui a eu une relation avec son conjoint, et ou bien une femme qui a été indisposée et qui n'a pas eu le temps de faire ses grandes ablutions avant l'arrivée du Fajr. Donc par exemple, elle s'est endormie, la personne s'est endormie, elle se réveille, elle avait mis la niya, ça c'est une des conditions. Il faut qu'au moment où elle s'endort, qu'elle mette la niya, de dire ok d'accord, là je ne suis plus dans mes périodes menstruelles par exemple, donc je prévois de faire le ramadan demain, mais je me suis endormi, j'ai pas eu le temps de faire du coup mes grandes ablutions et l'heure du fajr est déjà rentrée, ça ce n'est pas grave, j'ai le droit en me réveillant de faire mes grandes ablutions et à ce moment-là je peux entamer mon jour du ramadan. Pareil, supposons que un couple ont une relation durant la nuit, ils se sont endormis mais ils avaient prévu de faire le ramadan avec la niya de faire le ramadan le lendemain. En se réveillant, ils peuvent faire leurs grandes ablutions et entamer leur journée de ramadan sans problème à ce moment-là. Il y a le hadith de Aïcha qui dit que le prophète le faisait. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc voilà globalement, j'espère que j'ai été clair dans mes propos. De nouveau, on reste disponible, et mon père et moi, si jamais vous avez des questions. Et voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, papa. Le brossage des dents. Donc ça va dans le sens également, par exemple, si on fait des soins thérapeutiques, le fait de brosser les dents, d'utiliser un siwak, c'est autorisé. De nouveau, à la seule condition qu'on n'avale pas le dentifrice ou bien qu'on n'avale pas quoi que ce soit associé à ça. Ok, bon. Voilà. شكرا دكتور سالم فتح الله عليك فتوح العارفين إن شاء الله. إذن هماني اللي راح نرجو continuer هرما مبتلات الصوم زينوبوكا وزومين يتصوموا نرجو أنقليانا من عجيتين نرجو شلاري رزومة إن شاء الله في مستقبل قريب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.